Littoral de Longeville-sur-Mer. 7 kilomètres de plage et de dunes. Un trait de côte régulier qui a peu évolué depuis un siècle. Pourtant, Longeville a été le témoin dans le passé d'incroyables transformations qui ont modifié à jamais le littoral vendéen. Qui peut imaginer qu'il y a 2 à 3 000 ans, aucune dune ne bordait ses rivages et que la disparition du golfe des Pictons ainsi que de ses îles telles que Latranche, Grue ou Trièze a commencé ici, sous nos yeux, à Longeville. Longeville a été le témoin de bouleversements géographiques majeurs. Mais une vie d'homme ne suffirait pas à expliquer ces changements. Seul un voyageur du temps le pourrait. Alors, si nous interrogions un ancêtre, un observateur immobile, placé sur les dunes de Longeville depuis quelques milliers d'années, que pourrait-il nous apprendre ? Et il nous dirait qu'aujourd'hui, il voit un océan à perte de vue, une mer parfois agitée qui détruit le bord des dunes. Il nous raconterait qu'il y a 2 à 3 000 ans, l'océan était plus bas et, devant lui, une immense étendue de dunes masquait l'horizon, créant une baie où les eaux étaient calmes. Il nous conterait qu'autrefois, au même endroit, il élevait des chèvres et des bovins sur une vaste plaine. Il ne voyait pas l'océan qui était à des lieues de marche. Les remarquables recherches archéologiques récentes nous ont donné de passionnants indices sur la vie de ces lointains ancêtres. Mais revenons à 3000 avant notre ère. Aujourd'hui, d'est en ouest, un observateur placé au rocher peut admirer un océan immense. Mais si nous remontions 3000 ans avant notre ère, quel paysage verrions-nous alors ? La dune de sable reliant Longeville à Latranche n'était pas présente. L'océan était plus bas de 2 à 3 mètres. Au lieu de cela, un long promontoire de roches et de sable s'étirait du sud de Latranche, puis se perdait à l'horizon en direction de ce qui deviendrait par la suite Saint-Vincent-sur-Jard. Au niveau de l'Anse se situait la ville de Belébat. Positionnons à présent notre voyageur du temps sur la route de Latranche à Longeville, en vue de l'église de Longeville, pour avoir un repère. Sans remonter très loin dans le temps, arrêtons-nous au XIIe siècle. Il y a près de 2000 ans, la mer arrivait au pied du village. Aujourd'hui, à vol d'oiseau, l'église Notre-Dame de Longeville se situe à 3 km de l'océan. Au XIIe siècle, elle n'était éloignée que de 500 mètres. Alors, d'un côté, le niveau de l'océan monte depuis des siècles et diminue la zone terrestre. De l'autre, la terre repousse la mer, créant des terres sur lesquelles se sont développés les hameaux de la Saligotière et des Conches. C'est à ne plus rien y comprendre. Nous vous expliquerons tout de ces 2 phénomènes. Le territoire de la commune nous en dit long sur son passé. Il se compose de 3 secteurs différents où le peuplement n'a pas débuté simultanément. Le territoire s'étend sur 38 km². Au nord, plus de 15 km² de terre calcaire sur lequel s'est établi le bourg de Longeville.
Le peuplement de cette région remonte à des temps préhistoriques. Au sud, s'étendent 12 km² de marais bordés de cordons de dunes accueillant leurs premiers habitants à partir du Moyen Âge. Quant à la partie littorale, elle ne fut habitée qu'à partir du XXe siècle. Autrefois, un large golfe, appelé golfe des Pictons ou du Poitou, s'étendait profondément jusqu'à Niort, qui demeura un port de pêche jusqu'au XVIIIe siècle. Longeville se situait à l'entrée nord de ce golfe. De forme triangulaire, sa profondeur était d'environ 60 km et sa façade atlantique de 35. Au nord, les localités situées le long de la côte englobaient Longeville, Angles, Mauric, Saint-Benoît, Saint-Denis-du-Perret, Chanay, Luçon, Nallier, Benoît, Fontenay-le-Comte. Les îles du Golfe étaient nombreuses, comprenant Grue, Saint-Michel-en-Lerme, Trièze, Charon, Puyraveau, Maillezais. Mais sur la carte du golfe des Pictons, il manque un élément crucial qui existait il y a 5000 ans. Un immense promontoire qui s'étirait du nord-ouest en sud-ouest. Il se dressait autrefois devant le littoral de Longeville. La disparition du golfe des Pictons est largement attribuable à la destruction de ce promontoire par la montée des eaux. Une étude des fonds marins permet de comprendre quelles étaient les terres qui étaient jadis émergées. La mer était plus basse autrefois. Les fonds de 3 mètres sont à 150 mètres du rivage, ceux de 5 à 300 mètres et ceux de 20 mètres à 15 km de la côte actuelle. Les fonds de 10 mètres représentent à peu près l'emplacement de la côte d'il y a plus de 5000 ans. La présence de plusieurs récifs, les Ilates, les Vendeurs et la Marche, sont connus depuis toujours et étaient hors de l'eau sur les anciennes cartes. L'étude des fonds marins met en évidence une bande étendue qui prend la forme d'une presqu'île, s'amorçant à Saint-Vincent-sur-Jard et s'étirant jusqu'à 4 km à l'est de la tranche en direction de la Belle-Henriette. Le promontoire des Pictons était découvert. L'existence du promontoire est confirmée par plusieurs géographes grecs. Artémidore d'Éphèse, géographe grec du 1er siècle avant Jésus-Christ, parle d'un golfe désigné sous le nom de Lacus Duorum Corvorum, le lac des deux corbeaux, qui séparait le pays des Pictons de celui des Santons. Ptolémée, né vers 100 et mort vers 168, relate l'existence d'un promontoire, Promontorium Pictonum, qui bordait les côtes de la mer Pictonne. Cette pointe Pictonne délimitait une mer où les marées étaient extrêmement faibles. Le géographe et navigateur grec Marcien d'Héraclée, 5e siècle après Jésus-Christ, fait le même constat et signale l'existence du promontoire en remontant la côte atlantique. Le comblement du golfe s'explique par 2 processus de sédimentation naturelle. D'abord, la destruction du promontoire par la montée des eaux et les tempêtes ont apporté les sédiments qui ont formé progressivement un cordon dunaire au niveau de la commune de Longeville. Ensuite, les dépôts alluviaux des cours d'eau ont contribué à l'accumulation de sédiments au fond du golfe, provoquant une montée du sol. Enfin, la réalisation de canaux de drainage et de digues par l'homme ont aidé à son assèchement.
À l'époque où la mer arrivait presque au pied de l'église Sainte-Marie de Longjuil, les hameaux de la Saligotière et des Conches n'existaient pas. Le comblement de cette partie commença dans un premier temps par l'apport des sédiments d'origine marine provenant de la destruction du promontoire. La quantité énorme de sable accumulé du Bouille au Groin forma une dune entre le rocher et l'île de la Tranche qui joua un rôle fondamental dans la fermeture progressive du golfe. Enfin, les dépôts alluviaux des cours d'eau ont progressivement colmaté cette zone qui allait former les marais de Longjuil. C'est au Moyen Âge que les premiers habitants commencèrent à peupler les hameaux de la Saligotière et des Conches. On peut analyser la structure du sous-sol en examinant les puits creusés dans les zones calcaires et les zones marécageuses. Au niveau de la maison forestière sont retrouvés du sable et surtout de la roche calcaire. Au niveau de la colonie scolaire, du sable jusqu'à une profondeur de 4,60 m, de l'argile bleue sur 4,90 m, puis du calcaire grisâtre, blanchâtre et du marne bleu. Carvor, une ancienne cité gauloise, se situait sur le promontoire d'Épicton, à environ 12 km de l'entrée de la presqu'île. Le nom Carvor signifiait « ville du clan du cerf ». Lors de la destruction progressive du promontoire et de la séparation avec la zone de la Marche, Carvor devint une île et prit le nom en 1117 de Carvor Trunca, puis d'autres noms évoquant sa séparation du continent. Au XIIIe siècle, les dunes réunissent Longjuil à l'île de Carvor. Restera à jamais un nom évoquant son ancienne séparation du continent, la Tranche. Une vue de Longjuil, dans la zone actuelle du rocher, permet de comprendre la formation progressive du cordon dunaire qui allait relier Longjuil à l'île de Carvor. Si nous demandions à notre voyageur du temps ce qu'il avait vu de la zone de la Marche, il évoquerait la séparation progressive et inexorable de la cité antique du continent. Il nous expliquerait que, comme toujours, les dunes sont soumises à l'impact vigoureux des vents prédominants venant du sud et de l'ouest.
Et il nous conterait que, comme toujours, le sable est entraîné par les flots et le vent vers le nord et l'est pour se déposer sur les rivages du Bouille au Groin. Enfin, il nous expliquerait qu'au Moyen-Âge, un nouvel accès se créa avec l'apparition de dunes de sable entre Longeville et l'ancien Carvore. L'existence de ce nouvel accès est attestée par le mariage à la chapelle Saint-Nicolas de la Tranche en avril 1227 de Savary de Mauléon, seigneur du port de Talmont, même si ce mariage était probablement rétroactivement daté. L'ancienne île de Carvore continuant à être détruite par les flots, la chapelle Saint-Nicolas de la Tranche fut ensuite isolée par l'océan, puis détruite en 1725. Les ruines sont retrouvées sur un îlot à 1 kilomètre de la côte actuelle. Une nouvelle église fut reconstruite en 1729, puis démolie pour cause de vétusté au XIXe siècle. Une église Saint-Nicolas, fraîchement reconstruite, vit le jour en 1868. Celle-ci existe toujours aujourd'hui. Claude Masse, cartographe du roi au XVIIIe siècle, établit des cartes destinées à faire des repérages afin de localiser les lieux où l'ennemi pourrait débarquer. Ses dessins et ses commentaires permettent de connaître l'histoire de chaque territoire, de l'évolution du trait de côte et de l'état des marais, inondés, à dessécher ou desséchés. Il témoigne aussi de la vie économique des régions et de l'extrême pauvreté de certaines d'entre elles. Nous apprenons ainsi la présence du rocher des Vendeurs qui ne se découvrait qu'aux grands marais et de celle de la Marche semblant émerger à l'époque. Le fond du cordon dunaire et de sable ferme, mais Claude Masse décrit des routes de sable d'un état lamentable. Les marais de Longeville étaient inondés la majeure partie de l'année. Des Conches à la Tranche, les habitants bloqués entre océan et marais avaient une vie de type insulaire tournée vers l'exploitation de ces marais. Si les habitants de la Tranche avaient une possibilité d'exploiter la mer en réalisant des pêcheries au niveau des rochers, ceux des Conches ne le pouvaient pas. Les marais de Longeville apparaissaient régulièrement comme une mer. Pour rejoindre les terres intérieures, la population de ces zones passait obligatoirement par Longeville en empruntant un mauvais petit chemin ensablé. Cette voie était longue de 4 à 5 000 toises, environ 10 km. « 50 ans plus tard, en 1757, les cartes indiquent que les marais de Longeville ont été desséchés. En 1852, une carte présente des canaux de drainage sur l'ensemble des marais.
certains noms de la région questionnent. Béléba, les Vendeurs et la Marche. L'orthographe de ce nom a été remaniée au fil des années pour en donner un sens tout à fait particulier. Béléba devient Bélesba, proche du sens de Bozéba, laissant supposer un lieu abritant une population dépravée. Le Rocher des Vendeurs, un nom étonnant pour un récif qui était autrefois émergé. Et enfin, le Rocher de la Marche, illusion peut-être à une marche d'escalier due à l'élévation des fonds marins à cet endroit. Georges Clemenceau a évoqué la patine de bronze de l'arabe qu'il a observée dans la population locale. Beaucoup de personnes trouvent également des caractéristiques particulières sur les visages des habitants, des traits qui évoquent peut-être une origine espagnole, portugaise ou libanaise, bien que cette origine soit difficile à définir. En 1965, Jean Chagnolot, dans son ouvrage « Visage du Poitou », fait aussi référence aux observations de Clemenceau et mentionne que la population de Jars conserve également un certain atavisme sarrasin. L'histoire phénicienne s'étend sur 9 siècles. Entre 1200 et 300 avant notre ère, les Phéniciens saisissent toutes les opportunités pour tisser une vaste toile de connexions commerciales, culturelles et religieuses. La Phénicie était une ancienne civilisation située le long de la côte de la mer Méditerranée et s'étendait sur ce qui est aujourd'hui la Syrie, le Liban et le nord d'Israël. Pour commercer, la plus grande des inventions phéniciennes reste l'alphabet, vers moins 1200 à Byblos. Le nom Byblos, qui dérive du mot grec papyrus, a donné le mot Bible et bibliothèque. Les cités n'étaient pas reliées entre elles par voie de terre. Les Phéniciens effectuaient donc le trajet par la mer, par cabotage le long des côtes. À partir du Xe siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens commencèrent à se répandre au-delà de la Méditerranée orientale en franchissant les redoutables colonnes d'Hercule. Les Phéniciens cherchaient à établir des comptoirs permanents dans les zones abritées. La baie, protégée par le promontoire des Pictons, était alors un lieu idéal pour y installer un comptoir. La ville de Béléba était née. Ils échangeaient avec les élites locales, diffusaient l'alphabet et influençaient les arts. Producteurs d'huile, de vin et de bois de cèdre, grands artisans du métal, ils faisaient aussi un large commerce d'épices, de parfums et de produits exotiques. La monnaie n'étant apparue à Byblos qu'à la fin de leur histoire, les Phéniciens utilisaient un système de troc. Leur industrie principale était les tissus colorés, allant du pourpre au violet jusqu'au rouge, qu'ils teignaient de 2 manières différentes. Grâce à un mollusque. La teinture pourpre provenait d'un coquillage appelé murex, offrant une palette de nuances s'étalant du rose au pourpre jusqu'au violet. Cependant, le murex est absent de l'océan Atlantique et ne peut y subsister. Il existe une essence d'arbre d'origine méditerranéenne qui n'a rien à faire dans notre région, ce qui suggère qu'il a été importé. C'est le chêne vert, originaire du pourtour méditerranéen. À tous les endroits côtiers fréquentés par les Phéniciens, des forêts de chêne vert sont retrouvées. Elles existaient du temps de Jules César, qui les décrira comme une forêt noire, la Silva nigra, en raison de la couleur sombre de ses feuilles. Une autre source de teinture se faisait grâce à un insecte, la Cochenille kermès,
que l'on retrouve spécifiquement sur le chêne vert. Un carmin d'un rouge profond en était extrait. Il est vraisemblable que les Phéniciens aient importé et planté ces arbres. Les tons des tenues des Phéniciens variaient donc par degrés successifs du rose au rouge foncé selon la dilution ou l'exposition au soleil. Ces vêtements polychromes sont plusieurs fois mentionnés par Homère. Les Phéniciens ont évidemment navigué à l'intérieur du Golfe pour y commercer. La résidence de Georges Clemenceau est située là où autrefois se dressait la cité de Béléba. Il l'appelait « Mon château de Béléba ». Mais quelle pourrait être la signification du nom de la cité Béléba en excluant l'interprétation de Bozéba avancée par certains auteurs ayant altéré son orthographe? Selon les récits traditionnels, les Celtes auraient massacré cette communauté en raison de ses lieux de débauche et de plaisir, ce qui aurait conduit à sa disparition. Baal, le dieu des Phéniciens, est retrouvé fréquemment sous le nom de Bel. Ainsi, Baal-Zébug devient Belzébuth. Mais Bel est aussi utilisé dans le sens de maître ou de seigneur. Le mot bat est retrouvé en phénicien dans le sens de maison. Même constatation en ce qui concerne l'arabe libanais. Encore aujourd'hui, il continue de dire bat pour désigner une maison. Il est intéressant de noter la ressemblance entre les mots bâtiment, bâtisse et bâtir. Étant donné que l'écriture en arabe moderne se lit de droite à gauche, il est plausible que le sens de Béléba évoque davantage la maison du maître que celui d'un lieu de débauche et d'orgie. La demeure du Seigneur semble plus appropriée pour décrire le domaine du tigre. Les vendeurs. Ce nom a traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. Le mot vendeur a des origines latines. Il dérive du latin vendetor, formé à partir du verbe vendere. La zone des vendeurs évoque évidemment le commerce de la communauté phénicienne. En ce qui concerne la marche, deux significations sont possibles. Du latin margo, marge, les marches désignent les espaces limitrophes, périphériques ou frontaliers. Le mot latin macellum pourrait être un emprunt à la langue commerciale des Phéniciens qui signifie faire du commerce. Les dunes ne sont pas fixées. L'action puissante des vents dominants sud et ouest les déplace vers le nord et l'est. Jadis, le sable côtier envahissait les habitations, les cultures et rendait les routes impraticables, comme l'avait signalé l'ingénieur Claude Masse au XVIIIe siècle.
les paysans étaient confrontés à un fléau plus grave que celui de la montée des eaux, l'enfouissement sous les dunes de sable de leurs maisons, de leurs champs et de leurs marais salants. Les récoltes étaient perdues et les terrains agricoles devenaient improductifs. Face à l'envahissement des sables, Napoléon Ier fixa un décret visant à végétaliser les dunes afin de les fixer. Il fallut, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les fixer par des plantations de pins maritimes, selon la méthode mise au point au siècle précédent par Brémontier dans les Landes et utilisée déjà dans plusieurs secteurs du littoral vendéen. En 1836, une cartographie des dunes a été entreprise, révélant que, pour Longjuil, seulement 3 hectares étaient des dunes stables, tandis que 514 hectares étaient des dunes mobiles, une proportion considérable. La forêt n'a été plantée à Longjuil qu'à partir de 1850 sur le cordon dunaire. 5 gardes sont nommés pour surveiller les semis et empêcher le parcours des bestiaux. Face à cette réalité, il devenait impératif de stabiliser ces dunes. Actuellement, la forêt s'étend sur 600 hectares. Nous sommes habitués à ce merveilleux paysage forestier. Cette chance contraste avec la réalité plus large du département de la Vendée, qui demeure l'un des moins boisés de France. La faible densité forestière du département est parfaitement visible depuis l'espace grâce aux images satellites. De l'ancien promontoire, il ne reste rien, ou presque. Les rochers des Ilates n'apparaissent plus que lors des grandes marées. Les îlots des Vendeurs et de la Marche sont maintenant sous les flots et ne sont jamais découverts. Depuis des millénaires, 2 univers s'affrontent. L'océan d'un côté, la terre de l'autre. Depuis des millénaires, la nature a changé. Les hommes ont changé, et ils ont aussi changé la nature. Les anciens nous ont légué un héritage extraordinaire après une multitude de luttes, contre les flots, toujours menaçants depuis des siècles, contre l'avancée inexorable du sable, bâtissant des forêts et protégeant la nature d'une urbanisation souvent excessive. Ce patrimoine local nous a été transmis. Le vieux promontoire nous avait offert la terre, les marais et un paysage côtier exceptionnel. Les générations à venir recevront cet héritage et auront la responsabilité de le préserver à leur tour, au mieux.